La WWE, c'est des matchs, des entrées, des feux d'artifice, des retournements de situation. Et c'est aussi une émission hebdomadaire qui dure depuis 1993, Monday Night Raw. On peut considérer qu'il s'agit du porte-étendard de la plus grande fédération de catch de la planète. Au fil des époques, on y a déjà vu des choses très marquantes, qu'elles soient choquantes ou hilarantes, qui ont eu un impact sur le monde de la télévision. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour se plonger ensemble dans les meilleurs moments de l'histoire de Raw. Est-ce que vous êtes prêts à être choqués en découvrant des trahisons marquantes impliquant les plus grandes superstars de l'industrie? Vous voulez en savoir plus sur le jour où Triple H a ruiné le mariage de sa future femme, Stephanie McMahon? Vous avez envie de découvrir comme on a déjà pu voir des morts en direct? Est-ce que vous êtes curieux d'apprendre jusqu'où la WWE est déjà allée dans le côté sexuel et sans limite de l'Attitude Era? Vous êtes au bon endroit, parce que dans notre vidéo, on va vivre ou revivre ensemble une collection de scènes qui ont contribué à faire rentrer le show rouge dans la légende. Vous êtes bien sur Johnny Catch, les meilleurs moments de l'histoire de Monday Night Raw, c'est parti! Dans l'histoire de Monday Night Raw, on a déjà eu l'occasion de voir toutes sortes de personnages étranges. Sans l'ombre d'un doute, le dénommé Snitsky en faisait partie. Et il a été impliqué dans un drôle de moment de l'histoire du show rouge. C'était une époque où l'effrayant Kane et Lita vivaient une romance pendant laquelle cette dernière avait perdu son bébé suite à une interaction physique entre les trois personnages. Face à sa potentielle responsabilité dans cette situation, Snitsky n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas de sa faute. Mais un beau jour, les choses sont allées beaucoup plus loin. Cette espèce de dérangé s'est ramené au ring en portant un bébé. Il semblait sur le point de le donner à Lita, mais il finissait par changer d'avis en prétendant qu'il pouvait faire de lui tout ce qu'il voulait. Dans la foulée, il dérapait complètement. Pouvez-vous seulement imaginer qu'il donnait un énorme coup de pied dans ce faux bébé, bien sûr. Il l'a carrément dégagé dans le public. Un spectateur était heureux de l'attraper, mais toute cette scène était l'une des plus absurdes de l'histoire de Raw. Comme vous le savez peut-être, l'Attitude Era était une des périodes les plus folles de l'histoire du catch. La WWE y était menacée par la World Championship Wrestling, qu'elle devait absolument battre dans les audiences télévisuelles, au risque de finir par disparaître. Les shows évoluaient en délaissant leur côté plus cartoonesque et familial des années 80 pour devenir bien plus adultes, politiquement incorrects, trash et sans limite, à l'image de ce qui cartonnait sur MTV dans les années 90. Le 8 décembre 1997, il y avait eu une belle illustration de cette touche bien plus osée et sexy que les spectateurs voyaient dans le show rouge. Ce segment implique celle qui deviendra la femme de Brock Lesnar quelques années plus tard, et qui était le fantasme de bon nombre de fans masculins dans le public, Sable. Ce soir-là, elle avait une tenue inhabituelle, qui ferait probablement crier au scandale de nos jours sur les réseaux sociaux. Un sac à patates. Pouvez-vous seulement imaginer qu'elle arrivait au ring comme si elle était une pomme de terre? Tout cela était l'œuvre de Marc Mero, mais il ne s'attendait certainement pas à la suite. Dans un acte rebelle, Sable enlevait ce sac à patates et révélait au public une tenue très légère. Comme le disaient les commentateurs, c'est un look qui laissait peu de place à l'imagination. Mero était excédé, mais les fans étaient heureux comme des princes ce jour-là. On est le 4 juillet 2005 quand deux monuments du catch étaient associés pour un match, et pas des moindres, Hulk Hogan et Shawn Michaels. C'était extraordinaire pour tout fan de divertissement sportif de voir deux tels monstres sacrés collaborer à l'écran, comme une sorte de Dream Team de la WWE. On peut dire que c'était un beau cadeau au public américain pour le jour de leur fête nationale. Mais au moment de faire les célèbres poses du Hulkster ensemble, c'était le drame. Le Heartbreak Kid infligeait son célèbre Switching Music en pleine tête du leader des Hulkamaniacs. Shawn avait pété un câble probablement. C'était choquant pour les commentateurs, les personnes présentes dans l'arène et les téléspectateurs bien sûr. L'image de Michaels qui trônait au-dessus de la carcasse de Hogan marquait bon nombre de fans. Sans dire le moindre mot, sans donner la moindre explication, le showstopper, un des visages de la WWE des années 90, venait de mettre à terre le symbole du catch dans les années 80. C'était clairement un des moments les plus impactants de l'histoire du show rouge, ne serait-ce que par son star power et sa symbolique. Le 11 juin 2007 est une des dates les plus marquantes de l'histoire richissime de Monday Night Raw. Ce soir-là était censé être le Mr. McMahon Appreciation Night.
De quoi s'agit-il? Comme le nom l'indique, le show devait être une célébration du grand patron de la WWE à cette époque. Venant de son personnage égomaniaque et tyrannique, rien de bien surprenant. Mais tout au long de la soirée, il avait un comportement inhabituel. Il disait avoir un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de négatif allait lui arriver. Et son instinct avait bel et bien raison. Ce qui était censé être un grand boost pour son ego prenait une tournure bien plus étrange. Il quittait le ring sans dire un mot, puis marchait jusqu'à sa limousine. Il arrivait sur le parking, rentrait dans son véhicule, et là... une explosion monumentale. Mr. McMahon venait-il de mourir? En tout cas, c'est ce que la WWE poussait les fans à croire en jouant le jeu à fond. Pour l'anecdote, son ami Donald Trump avait même appelé les bureaux en demandant s'il était décédé pour de vrai. C'est dire à quel point toute cette mise en scène avait été efficace. Malheureusement, on ne saura jamais vraiment où cette scène iconique était censée mener, puisque Vince réapparaîtra à l'écran peu de temps après. Effectivement, il y avait l'affaire Chris Benoit, un de ces catcheurs qui s'était suicidé et qui aurait tué sa femme et son fils, selon la version officielle des faits. Cette crise le forçait à revenir comme si de rien n'était, dans ce qui restera un des plus grands mystères de l'histoire du show rouge. Au début de l'année 1999, il allait se passer quelque chose d'historique, tenez-vous bien. On arrivait au Royal Rumble, cette bataille royale dont le vainqueur se qualifie pour le main event de WrestleMania et décroche une opportunité pour le titre. Pour la superstar la plus populaire de cette époque, Stone Cold Steve Austin, c'était peut-être sa dernière chance de récupérer sa ceinture qu'il avait perdue à cause des manigances de son pire ennemi, Mr. McMahon. Vous devez savoir que depuis quasiment un an à ce moment-là, les deux hommes se livraient une bataille féroce. D'un côté, on avait le dur à cuire rebelle anti-establishment qui voulait être champion. De l'autre, on avait le patron tyrannique qui ne voulait surtout pas que ce pochetron représente sa compagnie. Alors, à l'occasion de ce Rumble, Vince allait aller plus loin que jamais pour l'empêcher de triompher. Non seulement Austin entrerait en numéro 1 et devrait donc faire face à tous les 29 autres compétiteurs, non seulement le catcheur qui réussirait à l'éliminer aurait une récompense de 100 000 $, mais comme si ce n'était pas suffisant, Mr. McMahon allait participer à ce Royal Rumble. C'était la première fois qu'il allait véritablement catcher, ce qui était donc historique. Alors, avoir la chance inédite de le voir se préparer pour ce match à Monday Night Raw était vraiment mémorable. Personnellement, je trouve que c'était hilarant de voir son fils Shane lui aboyer des consignes, lui faire boire des œufs pour un max de protéines, lui faire la misère à la salle de musculation, le voir hurler dans son mégaphone pendant qu'il faisait courir son père dans la neige, de voir Vince enchaîner les coups de poing dans un gros morceau de viande. On se serait cru dans une parodie des films Rocky. Le patron devait même poursuivre une poule à un moment. C'était vraiment une des séquences les plus divertissantes de l'histoire de Raw. Et selon la légende, il n'aurait même jamais réussi à attraper la poule. À la WWE, les mariages ne se passent pas souvent bien, entre des coups de théâtre de dernière minute ou des personnages qui viennent tout détruire. Mais le plus célèbre et iconique de tous est peut-être celui qui avait lieu le 29 novembre 1999. Après plusieurs mois de romance, Stephanie McMahon, la fille de Vince, allait épouser Test, qui avait fini par surmonter les obstacles que Shane, le frère de Stephanie, mettait sur son chemin. Quelqu'un allait mettre son nez dans ses affaires, Triple H. Alors que la cérémonie se déroulait normalement et que la princesse de la WWE vivait un conte de fées, il y avait une objection au moment fatidique. The Game débarquait sur le stage et présentait des images accablantes aux yeux du monde entier. On le voyait à Las Vegas, dans une voiture, avec une Stephanie McMahon dans un état second à côté de lui. Elle n'était clairement pas dans son état normal. Pernicieux comme il est, ce Weeble assassine profitait de sa faiblesse pour se marier avec la fille du patron. Comme on le sait, à Las Vegas, toute la procédure va bien plus vite. Ce mariage avec Test était donc compromis. Comme si ce n'était pas assez, Triple H se vantait d'avoir bien profité de Stephanie pour leur nuit de noces, ce qui était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour Test. Ce qui est quand même sacrément ironique dans toute cette histoire, c'est que Triple H et Stephanie finiront par se mettre ensemble dans la vraie vie, ce qui n'était pas encore le cas à cette époque. Tous les deux, ils formeront ensuite le power couple ultime de la WWE. En 2005, on assistait à l'une des rivalités les plus personnelles de l'histoire du show rouge, celle entre la Rated R superstar Edge et Matt Hardy, le frère de Jeff, avec qui il formait l'équipe populaire des Hardy Boys. Il
faut savoir que dans la vraie vie, la catcheuse Lita avait été en couple avec Matt pendant 6 ans, mais que son rival, qui était pourtant un de ses meilleurs amis, lui avait piqué sa copine. Il était alors devenu un de ses pires ennemis. Pouvez-vous seulement imaginer devoir collaborer professionnellement avec un être humain que vous détestez profondément? Au mois d'octobre, cette guerre entre les anciens spécialistes des matchs de l'échelle devait prendre fin avec justement un match de ce type. L'enjeu était de taille. Le perdant de ce match serait forcé de quitter Monday Night Raw. Leur chemin ne se recroiserait donc plus pendant un moment, en théorie. C'était un match violent, dans lequel ils se donnaient corps et âme, ils passaient à travers des tables, ils faisaient des chutes phénoménales. Le dénouement était incroyablement cruel pour Matt, puisqu'il se retrouvait coincé entre les cordes du ring, avec son ex-petit ami qui l'empêchait de s'en sortir, pendant que Edge allait décrocher la victoire sous ses yeux. Matt disait donc au revoir au show rouge, dans ce qui restera un des moments les plus passionnants de l'histoire de Raw. Kane est un des personnages les plus intimidants de l'histoire de la WWE. Il avait fait des débuts tonitruants en 1997 en se présentant comme le frère de l'Undertaker, avec une aura d'invincibilité presque aussi importante que celle du Phenom. Mais en 2003, il traverserait une période de vache folle. Effectivement, le 23 juin, il se passait quelque chose d'inédit pour lui qui allait beaucoup marquer les téléspectateurs. Alors qu'on était habitué à le voir masqué depuis 6 ans à ce moment-là, il affrontait le champion poids lourd Triple H dans ce qui n'était pas seulement un match pour le titre, mais aussi un match à gros enjeux. Si Kane perdait, il devait enlever son masque. L'intervention d'un jeune Randy Orton sous la forme d'un RKO et 2 pédigris de Triple H offrait à Kane son passeport pour la défaite. Après moult péripéties, il présentait enfin son visage au monde entier. On découvrait une coupe de cheveux bizarre, avec une moitié de crâne rasé, des traces noires sur le visage. Il faut savoir qu'à l'origine, il était censé avoir survécu à un incendie des années en arrière. Et dans la foulée, il devenait complètement cinglé, au point de même tataner son allié Rob Van Dam. Cela mènerait ensuite à une des périodes les plus chaotiques de l'histoire du show rouge, où Kane détruisait tout sur son passage. Le 2 avril 2007 était un grand jour pour le show rouge, puisqu'on y verrait quelque chose d'inédit. Vince McMahon, le chef, avec le crâne rasé. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Tenez-vous bien, en réalité, on sortait de WrestleMania 23, dans lequel une des affiches principales était la bataille des milliardaires entre Vince et Donald Trump, le magnat de l'immobilier et futur président des États-Unis. Ils avaient chacun un représentant, en l'occurrence Umaga et Bobby Lashley, avec aussi un arbitre très spécial en la personne de Stone Cold Steve Austin, l'éternel ennemi de Vince. L'enjeu était colossal. Le milliardaire qui perdrait cette bataille serait humilié sur la place publique en se faisant raser le crâne aux yeux de tous. Vous devinez donc qui a perdu. McMahon se sentait complètement ridiculisé et allait voir différents catcheurs en leur demandant ce qu'ils pensaient de son look. Je dois dire que la mise en scène en caméra subjective dans les yeux de Vince était vraiment excellente. D'abord, on le voyait arriver avec un chapeau, mais pas de chance pour lui. Bobby Lashley débarquait à son tour et réussissait à lui enlever son couvre-chef. Les spectateurs voyaient le crâne chauve du patron dont il avait si honte. À un moment, il se cachait même sous la jupe de la danseuse Lilian Garcia. Après toutes ces années où les fans étaient habitués à le voir humilier et martyriser tout le monde, c'était un des segments les plus mémorables de 2007. Et voilà pour ces meilleurs moments de l'histoire de Raw. En revivant toutes ces scènes à travers le temps, on a pu se rendre compte de la richesse du show rouge, qui n'a jamais cessé d'être diffusé chaque semaine depuis 1993, ce qui est d'ailleurs unique dans le monde de la télévision. Tout ce passé ne peut que nous faire respecter encore plus cette institution, ce porte-étendard de la WWE. Et j'en viens à vous proposer un débat. Selon vous, est-ce que l'existence de ce show pendant toutes ces années et tout ce qu'il a offert aux fans est la plus grande réussite de la fédération de Stamford? Venez dire votre avis, ce sera intéressant d'échanger nos points de vue dans les commentaires, parce que ce genre de discussion, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour connaître plein d'autres coulisses et controverses. J'espère que vous avez passé un beau moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.